Bonsoir à tous et bienvenue alors à notre 4e Skeptic in the Pub Liège. Voilà, on a la chance de recevoir Alice Van Helden ce soir, qui est voilà, doctorante en philosophie des sciences à l'université de Namur et qui va venir nous parler de physique quantique et de, en gros, qu'est-ce qu'on peut en comprendre quand même si on n'y comprend pas grand-chose. On part souvent de la fameuse phrase de Richard Feynman, personne ne comprend la physique quantique. Bien souvent, on ne la replace pas dans son contexte, cette phrase. Elle date des années 60, déjà, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que elle fait partie d'une citation plus longue où il compare Feynman, la théorie quantique, à la théorie relativiste d'Einstein. Il dit que, oui, à une certaine époque, on disait que il n'y avait pas 12 personnes qui comprenaient la relativité. C'est peut-être possible à un moment où une seule personne comprenait la relativité, c'est quand Einstein a sorti son papier, mais une fois que quelqu'un a lu ce papier, les personnes qui ont lu ce papier pouvaient le comprendre, parce que une fois qu'on avait posé certains préceptes sur l'espace et le temps, tout le reste en découlait assez naturellement. Contrairement à la physique quantique où là, il y a la dualité entre corpuscules par exemple, ou d'autres trucs qui découlent pas forcément de la théorie de base. Et je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Et puis surtout forcément, il y a eu 60 ans qui sont passés depuis l'époque où on a eu cette phrase, et du coup aujourd'hui on comprend beaucoup mieux les choses. Et je pense que c'est ce qu'Alice va essayer de nous expliquer ce soir. Voilà, on peut l'applaudir bien fort. Merci. Ça va, ça fait mal aux oreilles là? Ok. Donc, en fait, je vais vous parler de ma thèse. Ce sera pas du tout quelque chose de vraiment complet, mais au moins, on va essayer que ça pique pas trop, quoi. Et du coup, si vous avez des questions, s'il y a un moment où c'est pas clair, interrompez-moi vraiment directement. Il n'y a aucun souci parce que c'est assez difficile d'estimer à quel moment je suis claire ou pas claire par moi-même. Donc voilà, n'hésitez pas. Et donc on va commencer en douceur. Hein. Je pense que vous avez déjà été spoilé sur mon objet principal ici, dont je vais commencer par parler, qui est donc le canard, hein, cet objet magnifique qu'on a tous, absolument pas tous dans notre salle de bain, mais on est dans un monde où on a des objets, voilà, on a des choses qui ont des propriétés. Et le canard, ses propriétés, c'est ça fait ouin-coinc, ça c'est trop choupinet, et c'est petit, jaune et en plastique. Sauf qu'en fait, parmi ces propriétés-là, il y a des propriétés, vous allez me dire, c'est pas les propriétés du canard. Le fait qu'il soit trop choupinet, en fait, c'est moi qui le trouve trop choupinet, quoi. Il n'est pas en lui-même trop choupinet, le canard. Donc ça, déjà, c'est subjectif. Et alors, le fait qu'il fasse ouin-coinc, en fait, ça, c'est quelque chose de normatif. C'est juste que dans la société où on l'utilise pour faire coin-coinc, mais ça fait pas partie du canard lui-même. C'est juste que dans ce cadre social, il a une certaine utilité qui est de faire ouin-coinc. Mais donc, ça, c'est pas au canard lui-même. Mais par contre, les autres propriétés, ça, c'est bon, quoi. Il est petit, jaune, en plastique, ça, c'est le canard lui-même. Donc, c'est de ses propriétés de nature propre. Sauf que j'ai menti. En fait, être jaune, petit et en plastique, c'est pas des propriétés du canard. Parce que, voilà, être jaune, petit et en plastique. On va voir pourquoi. Alors, être jaune, si on regarde un peu plus près, en fait, c'est une sensation. Le jaune, c'est la sensation que nous, on a dans notre perception quand on observe quelque chose comme un canard en plastique. Mais en fait, c'est pas du tout quelque chose qui est vraiment dans la nature, cette sensation. Le jaune, il est dans notre façon de voir le monde. C'est quand nous, on a la sensation du jaune quand on est confronté à un canard. Mais ça ne veut pas dire que le canard est par lui-même quelque chose qui ait cette sensation. D'ailleurs, en fait, le jaune, on peut l'avoir, il n'y a même pas une correspondance directe. C'est ça que je veux dire par pas de bijection. Une bijection, c'est une correspondance 1 à 1. Il n'y a même pas une correspondance directe avec quelque chose qui est en vrai, parce que, en vrai, les objets, ils ont une couleur quand ils renvoient la lumière, ils renvoient une certaine longueur d'onde de lumière. Mais on peut avoir la sensation du jaune de plusieurs façons différentes. On peut l'avoir soit quand on tape vraiment dans la longueur d'onde qui correspond au jaune, soit quand on a à la fois une longueur d'onde qui vient du rouge et une qui vient du vert, et ça se mélange et ça fait du jaune. Et donc en fait, il n'y a même pas une correspondance avec quelque chose de réel. Donc c'est vraiment une reconstruction du cerveau. Donc ça, voilà, c'est pas vraiment le canard qui est jaune. Pareil pour être petit, petit par rapport à quoi? Un canard par rapport à nous c'est petit, mais par rapport à une fourmi c'est énorme. Donc ça c'est une propriété relative, être petit.
Et alors, être en plastique, et ben en fait, ça correspond pas vraiment non plus à quelque chose de fondamental, c'est plutôt une structure qui constitue le plastique. Et donc, le plastique, c'est pas quelque chose qui est comme ça, c'est juste une organisation, on va voir ça plus en détail après, qui rend le canard en plastique. Mais donc tout ça, c'est des propriétés en fait qui sont relatives ou relationnelles. Donc relatif, c'est par rapport à une référence, comme être petit, et relationnel, c'est plus vraiment une propriété de structure. Donc quelque chose qui est créé par un phénomène comme le phénomène de la vision, comme le jaune, ou alors quelque chose de structurel comme le plastique. Pourquoi c'est structurel le plastique ? Quand on zoome sur le canard, on va voir ça. Alors ça, c'est au microscope électronique à transmission, donc c'est vraiment voir, c'est pas une reconstitution par ordinateur, c'est vraiment ce qu'on voit quand on envoie des électrons sur la surface du canard. Après, ces électrons ils sont diffusés par le canard, donc c'est-à-dire ils vont être renvoyés avec un certain angle, et donc ça va agrandir la matière du canard, et nous après on met une plaque en dessous et on imprime ça, quoi. Donc ça on le voit vraiment, donc on sait que ça ressemble à ça, le plastique du canard. Et on sait aussi que si on zoome encore plus, à l'intérieur du plastique, comme ça, en fait, c'est composé de grosses molécules, comme ça, qui sont des molécules de polymères, quoi. Ça s'appelle des élastomères, parce que dans le cas de ce canard, c'est un polymère, un plastique qui est un peu élastique, quoi, un peu caoutchouteux. Et donc ça, on le sait, parce que c'est nous qui l'avons fait. Donc on sait avec quoi on l'a fait. On sait très bien pourquoi il a cette forme-là et cette élasticité-là, c'est parce que les molécules ont cette forme-là, donc on le sait. Et on sait aussi d'où ça vient ces grosses molécules. Elles sont composées de quoi ? Elles sont composées en fait de petits atomes, et ça on sait que ça ressemble à ça parce qu'on a des modèles qui nous montrent que ça ressemble à ça. Sauf qu'en fait j'ai encore menti. En fait ça on le sait pas du tout, ça ressemble pas du tout à ça. Donc déjà ce modèle-là il est très très nul parce que si c'était vraiment des électrons qui tournaient autour du noyau comme ça, en fait on sait que quand des particules tournent, elles émettent un rayonnement. Donc en fait les atomes émettraient en permanence des rayonnements, et du coup déjà on pourrait sans doute capter ces rayonnements et ça foutrait le bordel. Et en plus les électrons finiraient par tomber sur le noyau parce qu'ils perdraient leur énergie par rayonnement comme ça. C'est ce qu'on appelle le rayonnement de freinage. Donc ça c'est sûr que c'est faux. Alors après, on a un meilleur modèle, ça c'est le modèle actuel, il est pas mal. Donc c'est cette espèce de truc qui n'est pas rond du tout, cette espèce de volume là, en fait c'est ça l'électron. L'électron il est partout dans ce volume là, quoi. Et donc voilà, donc ça c'est ce que nous dit la chimie quantique moderne, donc la chimie qui prend en compte la physique quantique. Sauf qu'en fait c'est pas non plus aussi joli que ce que je vous ai dit. C'est pour ça que le petit dans la main il est bien là. Donc c'est qu'en fait on ne sait pas si ce volume là que je vous montre, ce volume vert, on ne sait pas si en fait c'est juste tous les endroits où pourrait être l'électron dans l'atome. Donc c'est tous les endroits où il y a une certaine probabilité que l'électron soit, et on ne sait pas où il est, ou alors si c'est vraiment qu'il est réparti sur tout ce volume, quoi, qu'il est vraiment partout sur le volume. Et donc ça dépend en fait de l'interprétation qu'on a de la théorie. On a cette théorie qui nous donne ce joli modèle, donc une représentation comme ça, elle est très très bien pour nous donner une représentation, mais elle n'est pas suffisamment complète pour nous dire exactement ce que ça veut dire. Et donc là on a des interprétations qui vont être en concurrence, et on en a plusieurs, quoi. Donc il y a des gens qui pensent que ça veut dire que ça c'est toutes les possibilités de où peut être l'électron, et il y a des gens qui pensent que il est partout. Et alors en plus, donc ça c'est que les atomes, mais donc il y a aussi d'autres choses qui sont dans l'univers. Il y a aussi en permanence des tas de particules qui nous traversent, qui sont partout, des particules libres, et qui viennent en fait des rayons cosmiques qui arrivent dans notre atmosphère et qui s'éclatent sur les molécules d'atmosphère. Et donc ça fait des trucs, ça fait des tas de trucs qui sont ici et qu'on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Ça pour le coup, on n'a aucun modèle qui nous dit à quoi ça ressemble. Et donc là, tout ce qui est en rouge, en vrai, c'est ce qu'il y a dans les atomes, dans les noyaux, c'est ce qu'on appelle des quarks. Et tout ce qui est en bleu turquoise en dessous, c'est les particules qui sont plutôt libres et qui sont des particules de matière mais libres. Il y a l'électron qui est là. Tac.
Voilà. Les autres, c'est pas besoin de savoir ce que c'est. Et sinon, ce qu'il y a au milieu, c'est vraiment c'est plus des particules un peu spéciales qui sont plus liées aux interactions et au rayonnement et des choses comme ça. Et alors au milieu, il y a le boson de Higgs, qui est la particule qui donne sa masse aux autres, leur masse aux autres particules. C'est pas très important de comprendre ça, mais c'est juste comme ça, vous voyez, en fait, il y a toute une variété de choses comme ça qui sont en permanence partout. Et donc, il n'y a pas du tout que les atomes, en fait, et du vide entre. Voilà. Et ouais. Et d'ailleurs, si ces trucs-là nous traversent tout le temps, c'est pas du tout grave. On a tout le temps des morceaux de notre ADN qui sont emportés par ces trucs-là partout dans nos cellules, mais ils se reconstruisent. La biologie, c'est super bien fait, ça se reconstruit tout seul, quoi. Et ça, on sait pas du tout à quoi ça ressemble. Et donc, moi, je vais essayer de parler des possibilités de ok, comment on peut se représenter ça, à quoi ça ressemble, quoi. Donc, ça, on peut le savoir en faisant des expériences. En fait, quand on fait des expériences, on est confronté à des bizarreries, quoi. Et justement, quand on a commencé à faire des expériences sur les trucs qui étaient plus petits que des atomes, on a commencé à rentrer à formuler la théorie quantique, justement, parce que c'est historique, la raison pour laquelle ça s'appelle quantique, c'est pas très très important ici, mais ce qui est important, c'est qu'il y a un ensemble de comportements comme ça bizarres qu'on a observés dans les expériences et qui correspondent pas du tout à ce qu'on a l'habitude de voir quand on manipule des chaises, des tables et des canards en plastique, quoi. Et notamment, il y a certaines propriétés de ces choses-là qui sont plus continues, donc qui peuvent pas prendre n'importe quelle valeur, qui peuvent prendre que certaines valeurs. Voilà, par exemple, le spin, qui est l'équivalent de l'aimantation pour les particules, ça peut prendre que 2 valeurs pour l'électron, voilà, par exemple. C'est pas très important, mais c'est quand même quelque chose qui est totalement différent des propriétés auxquelles on est habitué, quoi. Sinon, il y a quelque chose qui est vraiment fondamental, par contre, et qui est vraiment perturbant, c'est que de temps en temps, on va voir tous les comportements et toutes les propriétés d'une onde, et de temps en temps, tous les comportements et toutes les propriétés d'un corpuscule. Donc quand on a une particule qu'on observe, genre un électron, dans certains cas, il va se comporter comme si c'était une espèce de lac qui ondule, et dans d'autres cas, comme si c'était une espèce de petite boule toute petite, mais qui est vraiment délimitée, quoi. Par exemple, donc là, ce que vous voyez ici, c'est une figure d'interférence, on appelle ça, et donc ça, c'est quelque chose qu'on obtient quand on fait passer un laser à travers 2 fentes très rapprochées. En fait, pourquoi on obtient ça? C'est parce que, je vais avoir du mal à faire des gestes, mais quand on a quelque chose qui est comme une onde, donc je dis comme une onde parce qu'en fait, une onde, c'est un comportement, hein, donc c'est vraiment le fait d'onduler, c'est la propagation d'une oscillation. Donc ça propage soit comme ça, enfin bref. Mais donc, c'est pas quelque chose qui existe en soi, une onde, hein. Il faut que ce soit un lac avec des ondes dedans, ou alors quelque chose avec des ondes dedans. Donc en fait, on va dire que la particule, alors c'est une espèce de liquide avec des ondes dedans, ou une espèce de gel avec des ondes dedans. En fait, en général, on utilise le mot champ pour désigner ça, cette espèce de gel ou de liquide, mais qui est quelque chose, mais qui est pas composé d'autre chose, quoi, et qui peut avoir des ondes dedans. Et donc, ce truc-là rentre dans les 2 fentes, mais à partir de maintenant, je veux dire onde, juste. Mais comme ça, vous savez que quand je dis onde, ça veut dire un truc où il y a une onde dedans, quoi. Un truc qui se comporte comme une onde. Et donc, l'onde rentre dans les 2 trous, et donc, en fait, elle va se diviser en 2. Et alors, quand il va y avoir une bosse d'un côté qui va rencontrer une bosse de l'autre côté, ça va faire une plus grosse bosse. Un creux d'un côté qui rencontre un creux de l'autre côté, ça va faire un plus gros creux. Et par contre, quand il y a une bosse qui rencontre un creux, ça va s'annuler, en fait. Alors, dommage que je puisse pas faire de geste, vraiment. Mais donc, en fait, il y a des parties de l'onde qui vont s'annuler en se compensant. Et donc, il va y avoir toute une partie de l'onde qui va disparaître. Et donc, c'est pour ça qu'ici, vous pouvez le voir la résolution n'est pas dingue, mais il y a une alternance en fait de bandes rouges et de bandes noires, parce que donc les bandes rouges, c'est là où l'onde s'est renforcée, et les bandes noires, c'est là où l'onde s'est compensée et a disparu. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe quand on fait passer quand on manipule les lasers. Donc les lasers, ok, c'est des ondes. La lumière, c'est des ondes. Mais on peut aussi envoyer une toute petite quantité de lasers à la fois. Et à ce moment-là, quand on fait ça, on se rend compte que les lasers, les petites quantités de lasers arrivent comme des grains
sur l'écran ou la plaque photographique qu'on a mis derrière. Donc il y a vraiment des grains qui arrivent dessus, qui vont s'imprimer à un seul endroit, comme des petits corpuscules, et qui vont refaire la même figure quand il va y en avoir beaucoup qui vont s'accumuler. Donc ils vont... Hein c'est pas très très important, la phase dans cette expérience-là, ça change pas... C'est-à-dire ils sont tous en phase, si tu veux. Voilà. Mais donc ce que la personne dit, en fait, c'est une propriété des ondes qui s'appelle la phase, mais qui peut empêcher qu'il y ait des interférences. C'est-à-dire, donc pour qu'il y ait des interférences, il faut qu'il y ait deux ondes identiques et qui ont soit la même propriété de cette phase, soit la propriété parfaitement opposée de cette phase. Mais voilà. Donc en gros, c'est un truc assez technique, mais qui n'est pas très important pour l'expérience ici. Ce qui est vraiment important, c'est donc que quand on envoie une petite quantité, ça vient s'imprimer sur un écran point par point. Mais quand on accumule toutes ces petites quantités, ça refait la même chose que quand on envoie tout d'un coup. Donc il y a cette figure d'interférence. Donc c'est comme si, ok, donc ces petites quantités, elles arrivent point par point, mais elles ont quand même en elles savent où elles doivent aller et où elles doivent pas aller en fonction de l'onde, quoi. Donc il y a quelque chose de l'onde, il y a quelque chose de la particule, mais on ne sait pas trop comment ça participe. Et donc sur ce point-là, justement, il y a plusieurs façons de l'interpréter. Et donc, je pense qu'il y a environ une quinzaine d'interprétations qui répondent différemment à ça, quoi. À qu'est-ce que ça veut dire. Mais donc c'est une particularité vraiment perturbante qu'on observe sur les objets quantiques. Et pas sur les tables, quoi, hein, et pas non plus sur les ondes d'eau. Les ondes, si on fait des ondes dans l'eau et qu'on les envoie à travers deux fentes en rocher, par exemple, comme il y a, vous pouvez peut-être observer ça quand il y a des digues à la mer, quoi. Il y a moyen que vous observez ce genre de truc-là. Bah, vous allez avoir des figures d'interférence, mais vous allez jamais avoir des petits morceaux de mer qui sont isolés, quoi. Des petits morceaux d'ondes dans la mer qui vont être isolés. Vous allez avoir que l'aspect ondulatoire ou que l'aspect corpusculaire, mais jamais les deux dans le même objet. Et alors, donc, dans les objets quantiques, il y a aussi d'autres problèmes, enfin d'autres bizarreries, notamment qu'il y a certaines propriétés qui sont incompatibles. Par exemple, la position et la vitesse. Bon, c'est pas vraiment la vitesse, c'est l'impulsion, mais c'est quasiment la même chose que la vitesse. Donc, on n'arrive pas, c'est impossible, d'imaginer une expérience où on mesure à la fois la position et la vitesse d'un objet quantique avec précision. C'est impossible, quoi. Il y a des débats comme ça où Einstein, etc., essaient d'imaginer des expériences, c'est impossible, quoi. Et en plus, on montre par calcul qu'on ne peut pas le calculer non plus. Donc, il y a vraiment un truc fondamental qui fait qu'on ne peut pas avoir une précision sur la position et l'impulsion en même temps. Et c'est pareil avec d'autres paires de propriétés. Il y a ça avec l'énergie et le temps, et ça avec des angles... bref, peu importe. Mais donc, il y a des paires de propriétés comme ça qui sont incompatibles. Bizarre. D'ailleurs, il y a une blague là-dessus. C'est Heisenberg qui, dans sa voiture, qui roule à fond sur l'autoroute, et il est arrêté par un flic. Et le flic lui dit hey, vous savez à combien vous roulez là? Et Heisenberg qui dit non, mais je sais exactement où je suis. Et là, le flic lui dit vous roulez à 150 km/h, monsieur, ça va pas du tout. Hein. Oh, mais non, mais pourquoi vous me l'avez dit? Je suis complètement perdu là maintenant. Donc voilà. Blague de physicien. Mais donc, vous pouvez la raconter en soirée et faire votre petit effet, expliquer qu'il y a ça sur les objets quantiques. Alors, il y a aussi un autre truc, c'est que dans la plupart des expériences qu'on fait, en fait, on est incapable de prédire le résultat de l'expérience avant que ça se passe, parce qu'en fait, la seule chose qu'on peut calculer comme prédiction, c'est qu'il y a plusieurs résultats possibles. Donc, dans le cas de l'expérience qui est ici, qui s'appelle l'expérience des fentes de Young, en fait, dans ce cas-ci, on va pouvoir dire, ok, bah, y a les résultats possibles, c'est toute cette figure d'interférence. Hein, y a tous les endroits où c'est rouge, c'est possible, tous les endroits où c'est noir, c'est pas possible. Mais on va pas pouvoir dire, pour tel petit paquet de lumière qu'on va envoyer, à quel endroit il va arriver. Il peut arriver n'importe où, en fait, sur toute cette figure. Et ça, on est incapable de le prévoir.
Et il y a ça avec plein d'autres expériences, où il y a vraiment un hasard comme ça, qu'on ne sait pas trop si c'est un hasard qui est dû au fait que nous, on ne connaît pas assez bien, qu'on n'a pas une théorie qui est assez complète pour prédire vraiment, et que pourtant on a bien cherché, quoi. Ou alors si vraiment, quand ce truc final se produit, quand justement il y a vraiment la particule qui arrive sur l'écran, où il y a la fin de l'expérience, il y a vraiment quelque chose qui se passe qui n'a pas de raison d'être, quoi, qui n'a pas de cause, que c'est juste ça se passe, mais il n'y a pas de raison que ce soit là plutôt qu'ailleurs, quoi. Et ça, donc, c'est quelque chose qui dérange beaucoup certaines personnes, de se dire il y a des choses qui se passent sans raison, quoi. Moi, ça me dérange pas trop, mais enfin voilà. Après, ça dépend des sensibilités des gens, hein, mais alors, il y a un dernier truc qui est vraiment très très bizarre, c'est que parfois on observe des corrélations dans les comportements de deux objets, sans qu'il y ait aucune possibilité que ce soit dû à une cause commune. Donc c'est impossible qu'il y ait quelque chose qui ait causé ces corrélations. Donc c'est ce qu'on appelle l'intrication, qui est un mot qui est assez connu, mais généralement on ne sait pas exactement d'où ça sort. Et en fait c'est normal, c'est parce qu'en fait c'est très compliqué à expliquer. Si vous voulez, on peut passer du temps à expliquer ça un petit peu après, mais c'est pas vraiment déterminant pour comprendre ce dont je vais parler après, donc on peut y revenir après si ça vous dit. En tout cas, retenez donc qu'il y a des choses qu'il va y avoir deux particules qui vont se comporter de façon identique, ou en tout cas de façon logique l'une par rapport à l'autre, quoi. Mais sans que ce soit possible de dire que c'est à cause de quelque chose d'autre. Donc soit à cause du fait qu'elles se soient coordonnées avant, ou du fait qu'elles aient des propriétés qui les poussent à faire ça ou ça. Impossible. Voilà. Donc, en vrai, il n'y a que ces trois-là qui sont vraiment très très dérangeantes. Les deux autres, la plupart des gens les acceptent assez facilement d'habitude. Bon, ok, il y a des propriétés qui sont incompatibles, ça permet de faire des blagues rigolotes, c'est cool. Il y a des propriétés qui sont discrètes, qui prennent que certaines valeurs. Bon, c'est pas grave, ok, on accepte que c'est comme ça, quoi. Mais par contre, les gens ont du mal à accepter que c'est comme ça, qu'il y ait des choses qui soient contradictoires, quoi. Donc, qui soient onde et corpuscule, ou aucun des deux, ou une combinaison des deux. Et alors pareil pour le fait d'avoir quelque chose d'imprévisible, d'avoir vraiment un hasard au sens fort, quoi, vraiment que ce soit complètement aléatoire. Ça, c'est quelque chose qui passe très très mal pour certaines personnes. Et alors le fait d'avoir des corrélations sans cause, ça c'est le pire, quoi. Ça c'est vraiment le truc. L'intrication, c'est le truc que les gens en parlent, ils veulent même pas en parler, en fait. La plupart des gens, la plupart des physiciens veulent même pas en parler, parce que c'est vraiment quand on commence à faire ça, on commence à perdre la tête, quoi. Donc maintenant, fini les images, hein. on va se poser et on va discuter. Pourquoi fini les images ? Parce qu'en fait, on arrive à un stade où c'est vraiment difficile d'avoir des images sans faire des trucs faux, parce que la représentation qu'on va avoir de trucs comme ça, la représentation d'un machin qui est à la fois une onde et un corpuscule. Bruno en sait quelque chose, on en a discuté, c'était vraiment difficile de faire les illustrations, et pourtant il s'est vraiment bien démerdé. C'est très très difficile sans trahir ce dont on est en train de parler. Donc on va rester sur la discussion sur des concepts, et on va discuter des concepts, quoi. Et vous allez pouvoir vous faire une intuition à défaut de vous faire une représentation visuelle. Ok, donc moi, j'ai une proposition pour expliquer tout ça. J'ai ce qu'on appelle une interprétation, qui s'appelle l'interprétation relationnelle, qui c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, moi je travaille juste dessus, qui permet d'expliquer toutes ces bizarreries. Alors qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'en fait, quand on a ce phénomène bizarre là de l'onde qui arrive, et puis après ça arrive en un seul point, et puis en fait parfois c'est une onde, parfois c'est un corpuscule. En fait, ce qui se passe, c'est que être une onde ou être un corpuscule, c'est un peu comme être petit ou grand. Ça dépend pas, c'est pas quelque chose qui appartient à l'objet. C'est comme avec le canard, il y a des propriétés qu'on lui attribuait au canard. En fait, c'est pas vraiment ses propriétés à lui. C'est des propriétés de relation avec d'autres choses. Ben là, c'est pareil. Donc cette onde, elle est une onde par rapport aux deux fentes par lesquelles elle passe. Et elle est une onde aussi quand elle se propage. Donc dans le contexte de propagation, donc en fait, le contexte de propagation, c'est quoi ? C'est une interaction avec l'espace, hein, avec l'espace-temps. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui est partout, c'est l'espace-temps. Donc il interagit avec l'espace-temps, et c'est-à-dire il se propage. Là, c'est une onde. Et puis, au moment de l'interaction avec l'écran, en fait, c'est plus la même interaction.
Et à ce moment-là, ça change cette propriété qui est d'être une onde ou d'être un corpuscule, et ça devient un corpuscule. Et justement, du coup, ça ne change pas de nature, parce qu'en fait, ce n'est pas la nature d'un objet d'être un machin qui a une onde, ou d'être un corpuscule. Ce n'est pas dans sa nature d'être comme ça, c'est dans sa relation avec ce qui est en train de se passer. Donc, de la même façon que ce n'est pas dans la nature du canard d'être petit, ou de faire ouin-coinque, c'est pas dans la nature d'un électron d'être une petite bille ou d'être une onde. C'est vraiment en fonction du contexte. Donc c'est pour ça que ça peut changer brutalement, parce que ça change brutalement d'interaction. Et du coup, en fait, cette propriété d'être une onde ou une particule, ça va être plutôt une propriété d'une interaction qu'une propriété d'un objet. Ça va ? Ok. Et il y a ça pour, en fait, la plupart des propriétés. Quasiment toutes les propriétés qu'on peut... allez, j'ai perdu mes mots... qu'on peut donner à un objet quantique, en fait, c'est pas la propriété de l'objet, c'est une propriété de l'interaction avec un truc à un certain moment, dans un certain contexte. Il y a quand même des propriétés qui restent, hein, par exemple, être un électron, ça c'est un truc qui reste. C'est toujours un électron, qu'ils sont en train faire des vagues ou qu'ils sont en train de s'écraser sur un atome, c'est un électron. Donc il y a des choses qui restent, notamment la charge électrique de l'électron ne change jamais, par exemple. Donc ça c'est une propriété de nature, il y en a quand même. Mais la plupart des autres propriétés, et il faut bien penser, genre la position elle-même, nous quand on pense à un électron, on l'imagine à une certaine position, avec une certaine forme. Tout ça, c'est des propriétés qui ne sont pas à l'électron. Donc quand on l'imagine comme ça, c'est déjà qu'on l'imagine dans un contexte. Donc c'est déjà ce qu'on imagine, en fait, c'est une interaction. Voilà, donc la plupart des propriétés appartiennent aux interactions. Et donc ça, en fait, c'est très pratique, c'est très utile quand on va devoir analyser des cas comme l'intrication, donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il y a des corrélations à distance. Hein. Parce qu'en fait, donc, le problème d'avoir des corrélations à distance, c'est que c'est pas du tout compatible avec la relativité générale. La relativité générale, elle est basée sur... Et la relativité générale, elle est très très bien. Hein. Si c'est pas compatible avec la relativité générale, on dit qu'il y a un problème là, pas dans la relativité générale, parce qu'elle est trop trop bien. Elle est très très bien faite, elle est très claire, très explicite, tout va bien. Donc... y a un problème qui est qu'en fait la relativité générale nous dit il n'y a rien qui va plus vite que la vitesse de la lumière. C'est pas possible de passer une information plus vite que la vitesse de la lumière. Ça veut dire quoi une information ? Ça veut dire c'est pas possible d'avoir une action plus rapide, ou alors transmettre une propriété plus rapide, ou alors se déplacer plus rapidement. C'est un peu n'importe quoi qui peut se passer. Ne peut pas se passer plus vite que la vitesse de la lumière. Et donc quand on a des objets qui sont corrélés comme ça, en étant certain qu'il n'y a rien qui passe de l'un à l'autre, du coup, ça, c'est vraiment un énorme problème pour la relativité générale. Elle dit, non, il n'y a pas moyen, quoi. Mais avec le fait de considérer que l'interaction est l'objet le plus intéressant dans la théorie, en fait, le fait de manipuler les interactions et de mettre l'accent sur les interactions, ça va vachement nous aider pour ça. Parce que, donc, accrochez-vous un petit peu, parce que c'est un peu le moment délicat de la conférence, là. Donc, ok, c'est impossible qu'il y ait quelque chose de physique qui passe de l'un à l'autre. Mais, c'est impossible qu'il y ait quelque chose qui passe de l'un à l'autre, de spatio-temporel, plus précisément. Donc, qui passe dans l'espace-temps. Mais, et si on imaginait qu'il y a des choses qui ne passent pas par l'espace-temps ? Donc, il y a des objets physiques qui ne sont pas des objets spatio-temporels. Et ça, on appellerait ça des relations. Et l'interaction serait une forme de relation, une forme particulière où en fait, c'est une relation, donc c'est un lien entre deux objets, mais qui sont directement en contact. Mais il pourrait y avoir des liens entre des objets qui ne sont pas en contact. On appellerait des relations. On est en fait assez habitué à cette idée de relation parce que dans la vie de tous les jours, en fait, on a plein de relations tout le temps. Par exemple, être petit ou grand, c'est une relation que nous, on établit. Hein, on fait une comparaison entre deux objets. Et donc, ils ont un lien hein, qui est la relation de plus petit, plus grand. Les relations amoureuses, c'est pareil, c'est un lien qui est abstrait et qui est donc... c'est ça, un lien établi entre deux personnes. Et il peut y avoir des trucs rigolos avec ça, d'ailleurs, comme par exemple, une idée qui a été proposée par Leibniz, c'est un soldat qui meurt à... Pardon. Donc, c'est un soldat qui meurt à la guerre dans un autre pays.
ben, sa femme, dans ce pays, enfin ici en Belgique, elle est instantanément veuve. Même si elle ne le sait pas. Donc au moment où il est mort, elle est veuve. Mais il faut que l'information elle arrive jusqu'à elle pour qu'elle sache qu'elle est veuve. Mais c'est pas au moment où elle apprend qu'elle est veuve qu'elle est veuve. Elle est déjà veuve. Donc effectivement, ce genre les relations de mariage, c'est normal qu'elle puisse faire des trucs sans contact, sans passer l'information. Parce que c'est quelque chose d'abstrait, parce que c'est quelque chose d'humain. Justement, les relations humaines ne sont pas obligées de passer par l'espace-temps. C'est pas un truc physique, justement. Et donc ça, il n'y a pas de problème avec ça dans la vie de tous les jours. Mais on pourrait imaginer qu'il y a ce genre de choses qui existent vraiment dans la nature et sans que nous, on soit là pour l'établir, quoi. Qui est vraiment des relations, l'équivalent des relations humaines, mais dans la nature. Et donc, là, j'en profite pour faire un petit écart sur mes présupposés à moi. Donc moi, je pense qu'il y a un monde réel qui existe, indépendamment du fait qu'il y ait des humains ou pas. Je pense que si nous, on meurt tous demain, le monde continue d'exister sans nous, et je pense qu'il a existé avant nous. Il y a des gens qui ne pensent pas ça, donc ils ne vont pas comprendre quand je dis qu'il y a l'équivalent d'une relation qui existe en vrai, mais donc ce que je veux dire, c'est si maintenant tous les humains meurent, il y aura encore cet objet qui est la relation, qui est l'interaction, qui sera là, quoi. Voilà, donc c'est quand même la peine en fait, là, peut-être que vous ne voyez pas à quel point c'est important de dire ça, mais c'est un énorme débat dans la communauté philosophique, hein, ce truc-là. Donc là, je viens de lâcher une bombe pour les philosophes dans la pièce, quoi. Donc voilà, c'est bien de dire c'est quoi les présupposés. C'est comme avec la politique, quoi. Il faut dire, ok, mes opinions, c'est ça, parce que sinon, on ne va pas se comprendre. Du coup, voilà, donc il y aurait cet objet qui existe vraiment dans la nature. Donc dans la nature, il y aurait à la fois des objets comme des électrons, des photons, des objets quantiques, et à la fois des interactions qui existent tout autant en fait que ces objets. Et donc ça c'est une façon de voir les choses qui est vraiment assez efficace quand on regarde les autres problèmes qu'il y a dans la physique quantique. Moi, je suis pas encore tombée sur des contradictions avec ça, alors qu'avec d'autres interprétations, il y a vraiment des choses qui fonctionnent pas bien, ou alors qui fonctionnent bien que pour certaines visions philosophiques. Donc c'est pour ça que ça valait la peine aussi de préciser que moi je pense que les humains ne créent pas le monde et que le monde existe. Parce que pour les gens qui pensent que les humains créent le monde, en fait il y a pas de problème avec la physique quantique. Il y a des manières très simples de résoudre tous ces problèmes. Et donc c'est pour ça aussi que dire personne ne comprend la physique quantique, c'est faux. Actuellement, il y a plein de gens qui comprennent la physique quantique dans leur système philosophique qui n'est pas le mien. C'est juste si on veut un système philosophique qui dit il y a un monde réel et il y a des humains, alors on a des problèmes. Mais donc possiblement on n'a plus de problème avec cette interprétation-là. Et donc je réfléchis juste à si je devais encore dire quelque chose par rapport au... Oui, par rapport au hasard, ça aussi ça s'explique là-dedans, parce qu'en fait, quand on a cette expérience donc avec les fentes et l'onde qui passe à travers et tout, au moment où ça arrive sur l'écran, donc ça change d'interaction, mais en fait c'est une interaction qui est vraiment individuelle. C'est ce photon-là avec cet écran-là. Et en fait... on dit bien, on ne se baigne pas deux fois dans la même rivière, parce que c'est jamais le même écran. L'écran, il aura reçu un photon, il aura un photon en plus, ou alors il y a plein de particules qui sont tout le temps en train de frapper tout partout, donc il aura peut-être des atomes en moins, parce que ça aura éjecté des trucs. Donc c'est jamais le même écran, et c'est jamais le même photon. Chaque fois, c'est un nouveau... Ah oui, pardon, je suis désolée, j'ai oublié de dire que les petits paquets de lumière, c'était des photons. Voilà. Désolée. Donc ce sera jamais le même photon qui arrivera sur l'écran. Et donc chaque fois, c'est une interaction nouvelle. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, ça arrive à un endroit différent qu'on ne peut pas vraiment prévoir, parce que on peut pas savoir pour cette interaction-là qu'est-ce que ce sera. Comme l'endroit où arrive le photon est le résultat de cette interaction-là, c'est pour ça qu'on ne peut pas, dans nos modèles, savoir à l'avance qu'est-ce que ce sera. Parce qu'on n'a pas, dans nos modèles, cette interaction et ce photon. Enfin, on n'a pas ça. On a des descriptions générales du comportement en général, des photons en général. Et donc c'est pour ça qu'on pourra dire, oui, ils pourront arriver là ou là, mais individuellement, on ne sait pas ce qui va se passer, parce que les interactions vont donner l'un ou l'autre résultat. Voilà.
C'est clair ce que je viens de dire là. Du coup, c'est pas au hasard, c'est pas sans raison. Il y a plus ce hasard qu'on doit accepter là. C'est pour une raison, mais c'est pour la raison de cette interaction-là, quoi. Et donc, jusqu'ici, ça fonctionne assez bien. Après, moi, je suis en 2e année de thèse, donc ça se trouve, je vais tomber sur une contradiction demain, quoi. Donc, c'est fort possible que je me rende compte que finalement, c'est pas la meilleure interprétation possible, qu'il y a mieux, il y a plus simple, parce que quand même, il faut accepter un type d'objet en plus, quoi. Il faut accepter, ok, il y a aussi des interactions, où il y a aussi des relations qui existent vraiment. Donc, c'est un type d'objet en plus de ceux qu'on connaît déjà. Mais ceci dit, là, ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment, je regarde pour le temps, quelle heure il est. Ouais, je sais même plus combien de temps j'avais en fait. Parce que là, je peux rentrer un peu sur ce que je fais maintenant. Je regarde vers le... Sophie. C'est bon? J'y vais? Ok. on discute, ouais. Ok. Bah, du coup, là, sur quoi je suis en train de travailler maintenant, et je suis en train d'écrire un article là-dessus, c'est que je pense que c'est intéressant de faire la comparaison avec le type de relation qu'on connaît déjà, qui est le mouvement. En fait, donc, c'est quoi un mouvement? Bah, c'est ce qui cause la succession des états. Genre, il y a cet état-là, cet état-là, cet état-là, cet état-là, mais ce qui les relie, c'est le mouvement. Et le mouvement ne peut pas exister sans les états, parce que s'il n'y avait pas d'état, il n'y a aucun sens de dire qu'il y a un mouvement de où à où. Donc on ne peut pas dire de mouvement de quoi, un mouvement de où à où, s'il n'y a pas les états pour dire c'est un mouvement de mon bras, de là à là, quoi. Donc le mouvement n'a pas de sens sans les états, mais les états n'ont pas de sens sans le mouvement non plus, parce qu'on ne peut pas expliquer cet état-là si on n'a pas dit avant il y avait celui-là, et avant il y avait celui-là, et avant celui-là, et avant celui-là. Donc c'est comme ça qu'on explique cet état-ci. C'est avec les états précédents et la succession qui a amené les états précédents vers cet état. Donc on a besoin, pour expliquer le mouvement, qui est à la fois les états et le mouvement. De la même façon qu'on a besoin pour expliquer les comportements des objets quantiques, qui est à la fois les objets et les interactions qui portent leurs propriétés, quoi. Voilà, je ne sais pas si ça vous paraît pertinent comme comparaison. Après, il y a forcément des limites à cette comparaison, donc voilà. Comme toutes les comparaisons. Et donc voilà, je pense que j'essaie de vous donner un peu une intuition de ce truc, mais il faut vraiment se représenter. Du coup, notre représentation du monde doit vraiment changer en se disant, ok, autour de nous, tout ce qu'on voit, en fait, a l'air stable, mais en fait, tout ce qu'on voit, les choses qui les constituent sont en permanence en train d'interagir et d'actualiser leurs propriétés, comme ça, de changer de propriété. Et c'est hyper mobile, en fait. C'est tout le temps en train de bouger, en train d'interagir. C'est vraiment un chaos au niveau des particules. Tout le temps en train de se redéfinir, quoi. Parce que chaque fois, les propriétés se redéfinissent avec chaque nouvelle interaction. Donc, et nous, on a l'impression que c'est stable, quoi. On a l'impression que ma main, elle ne se redéfinit pas en permanence. Non. Mais en fait, si on zoome suffisamment, elle est en train de se redéfinir. C'est juste qu'à grande échelle, en fait, ça se compense. Parce que y en a un qui part un peu plus par là, l'autre part un peu plus par là, d'atomes. Et puis au final, à grande échelle, on ne voit pas parce que c'est des toutes petites variations, au final. Et c'est pareil pour le temps, d'ailleurs. En fait, cette interprétation-là, elle va très très bien avec la relativité, notamment parce que, justement, ça va bien aussi avec cette idée de se dire, ok, quand je suis en train de t'observer, en fait, ce que je vois de toi, c'est pas toi maintenant dans le présent. Il n'y a pas un présent de nous deux. Il y a des photons qui sont arrivés à mes yeux, et en fait, ce que je suis en train de voir, c'est le résultat des photons qui ont fait des trucs dans mes yeux. Et donc, ils ont d'abord dû arriver jusqu'à toi, puis arriver jusqu'à toi par d'autres côtés aussi, mais pour revenir jusqu'à moi. Donc, la toi que je vois, elle est déjà passée, elle est déjà finie, elle a déjà disparu. Mais donc, elle continue, mais on ne peut pas parler de présent de ces deux, de nous deux. Et pareil, pour toute cette pièce, on ne peut pas penser qu'il y a un présent stable de cette pièce. On doit vraiment penser tout en termes d'interaction avec la lumière qui nous apporte cette information, qui nous apporte en fait la connaissance des propriétés des choses et qui nous apporte la vision, la perception, le toucher, machin. Le son, tout à fait. Avec le son, c'est encore plus flagrant parce que comme il est à une vitesse assez faible, on peut vraiment voir, si vous êtes sur une plaine assez grande, vous voyez quelqu'un qui crie, vous allez le voir d'abord faire ça et après vous allez entendre le son, quoi. Donc là, c'est vraiment flagrant que le son que vous entendez, c'est le son de quelqu'un qui a disparu. C'est plus le son de la personne là, c'est le son d'une personne. Enfin, c'est la même personne, mais juste avant, quoi.
Dans tout ce que tu parlais, je trouve ça intéressant aussi, le rapport entre le son et les fréquences, les harmonies, le fait que quand elles sont séparées mathématiquement correctement, elles sont harmonieuses, et quand les fréquences ne sont pas compatibles, elles produisent des disharmonies, ce genre de choses. C'est très mathématique aussi, les sons. Enfin, aussi. Je sais pas si c'est complètement mathématique ou si c'est aussi parce que nous, on aime certains types de combinaisons d'harmonie. Je sais pas en fait. Tu vois, parce que c'est possible que nous, quand on entend des harmonies entre des accords qui ont séparé par un c'est certain très truc. mathématique, hein. Les quartes, les quintes, les sixtes, c'est aussi vraiment en fait finalement des séparations, une fréquence 7500 Hz et 3250, elles vont être harmonieuses. Non, merci. Non, mais encore une fois, c'est pour l'harmonie de l'enregistrement, pour que sur l'enregistrement, on n'entende pas simplement la réponse, mais qu'on entende la question quand même. Du coup, j'avais juste envie de poser la question pour avoir la réponse plus théorique. Ouais, c'est-à-dire, là du coup, on n'est plus dans la quantique, hein, les ondes comme le son et tout ça, c'est des choses qui sont vraiment, qui n'ont pas du tout les comportements bizarres. Si tu fais passer un son dans des fentes, tu vas avoir que de l'ondulatoire, tu vas pas avoir corpusculaire ondulatoire, et tu vas avoir aucune des bizarreries quantiques avec le son. Mais oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très mathématique dans la musique. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'à l'époque où on s'est rendu compte que la musique était mathématique, même avant de savoir les choses sur les... Parce qu'en fait, donc ce qui se passe, c'est que tu as les fréquences, c'est le nombre de fois par seconde que l'air oscille. Hein. Et en fait, ce nombre de fois par seconde qu'il oscille... Enfin, en fait, c'est plus facile de parler en longueur d'onde, en fait. Donc, pardon. Donc, les fréquences, c'est le nombre de fois par seconde que ça oscille. Mais c'est plus facile de suivre l'oscillation quand elle se déplace. Donc, elle se déplace... pour le son, c'est dur de se représenter. Ok. Je sais pas très bien comment représenter pour le son, parce que donc on va dire compression, dilatation, et la longueur d'onde, c'est la taille entre deux zones de compression. Tu vois, mais après ça se répand. Donc après c'est cette zone-ci qui est compression et les autres elles sont dilatation. Enfin, mais ça reste la même longueur. Donc en fait cette longueur-là dans les instruments de musique. Par exemple, si tu prends une flûte, dans la flûte, ça va tomber juste le nombre de cette longueur-là que tu peux mettre dedans. Et c'est ça qui va produire les sons harmonieux quand tu vas mettre ton doigt. En fait, tu vas réduire de moitié, mais ça va quand même faire un nombre juste de cette longueur. Et donc, c'est quand ça tombe juste que ça sonne juste. Mais je ne sais pas si ça sonne juste, parce que nous, on est habitués à ce que ça sonne juste quand ça tombe juste, ou si vraiment on est configuré pour que... Tu vois ? Les oiseaux, par exemple, ont cette propriété de chanter juste, d'utiliser des écarts de quart, de quinte, de demi, et sans théoriser, utilisent des propriétés mathématiques en fait. Parce que même dans la nature, en fait, les sons ont cette propriété d'être harmoniques sans le calculer, en fait, c'est vraiment inné, quoi. Ouais, ceci dit, on n'est pas dans la tête des oiseaux, donc on ne sait pas si la dissonance chez eux, c'est inné ou pas. C'est ça qui est particulier, c'est que nous, on le voit comme une harmonie. Ouais. Mais ça, par contre, je sais pas répondre du coup. Par contre, ce à quoi je sais répondre, c'est qu'est-ce que c'est. Ah oui, et je voulais dire, ce qui est rigolo, c'est que à l'époque, dans la Grèce antique, on savait pas donc ces trucs d'ondes, mais on savait qu'il y avait une certaine irrégularité dans la musique, qui était mathématique. Et en fait, c'est quand on s'est rendu compte qu'il y avait des régularités mathématiques dans la musique que ça a redoré le blason des mathématiques en fait. Parce que les Grecs s'en foutaient des mathématiques. Par contre, la musique, c'était hyper important. Et du coup, quand on s'est rendu compte, mais les maths sont dans la musique, mais c'est cool. Du coup, les maths, c'est cool, quoi. Donc, voilà, c'est marrant parce que chez nous, c'est plutôt l'inverse, quoi. Quand tu dis que tu fais des maths, les gens ils sont là, waouh, trop bien. Alors quand tu dis que t'es musicien, trop nul. Enfin, t'es un paresseux, machin. Bref, donc c'était vraiment l'inverse. Voilà, comme ça change les modes. Ouais, voilà. Donc comme ce que j'essaie de vous transmettre, c'est cette vision du monde où tout ce que vous voyez, quand vous le voyez, il est déjà passé. Et quand vous le voyez, en fait, c'est qu'une approximation d'un truc qui est le bordel à petite échelle, quoi. Voilà. Par contre, ça n'a aucune incidence sur notre vie, justement. C'est ça qui est fascinant, c'est que tous ces trucs-là, c'est des choses qu'on fait en laboratoire. Mais jamais ça aura un quelconque intérêt pour notre vie. Parce que, en fait, il y a quelque chose qui... Il y a un phénomène démontré qui est qu'en fait, quand les corps sont trop gros ou trop chauds, enfin, trop gros et ou trop chauds, il n'y a plus moyen d'avoir ces effets-là, quoi.
On perd ces effets-là quand... La frontière, elle est où entre macroscopique C'est- et c'est- quantique? C'est pas vraiment une frontière, c'est probabiliste. Alors juste, c'est une très bonne question parce qu'en fait, ça dépend des interprétations. Le fait que ce soit probabiliste, ça dépend pas des interprétations. Genre, en fait, c'est une question de temps. En fait, donc tous les comportements dont je vous ai parlé là, c'est qui caractérisent des objets quantiques. Le fait d'avoir ces comportements, on appelle ça la cohérence quantique. Donc c'est la capacité à avoir ces comportements bizarres, c'est la cohérence. Du coup, en fait, le phénomène dont je parle, c'est un phénomène qui s'appelle la décohérence. Donc c'est la perte de ces comportements quantiques, donc la décohérence. Et en fait, c'est quelque chose qui dit... Le vrai truc, c'est de dire... quand on est grand, quand on est composé de beaucoup d'éléments, ou quand on est chaud, on a le temps qu'on va pouvoir maintenir une cohérence va être vraiment de plus en plus petit. Mais à un point où ça devient un temps tellement négligeable qu'on va même pas pouvoir observer le comportement. Donc si tu veux, moi, je pourrais maintenir une cohérence quantique en entier, mais pendant ouais, c'est ça, une tellement petite fraction de seconde qu'en fait ça n'a aucun sens par rapport aux actions que je peux faire, parce que la moindre action biologique prend beaucoup plus de temps que ça, quoi. La moindre pensée prend beaucoup plus de temps que ça. Donc en vrai, tout est quantique, mais pendant tellement peu de temps que ça n'a pas de sens à l'échelle de temps où nous on vit. Voilà. Et du coup, c'est un peu pareil dans cette interprétation-là. Il y a encore en plus le truc de dire il n'y a pas de limite, parce que toi, tu es constitué des objets quantiques qui sont en train de se redéfinir, et c'est juste qu'à grande échelle, ça se compense, et donc tu ne le vois pas. Mais en vrai, tu es aussi quantique à grande échelle. C'est juste que les petites interactions et les redéfinitions de tous tes atomes se compensent. Statistiquement, voilà. Mais, ouais. Quand tu parles de quantique, quelle est la fraction de temps d'étude, par exemple? Par exemple, si tu prends la taille de ton cerveau... J'avais fait le calcul pour le cerveau, je sais pas pour d'autres trucs, faut faire le calcul quoi. Mais donc ce serait le temps qui pourrait rester quantique, c'est à peu près 10 exposant moins 30 secondes. Donc ça veut dire 0,0290 et un 1. Donc en fait on n'a pas de mots pour ça. Donc c'est vraiment des milliardièmes et des milliardièmes de fois moins que le temps d'une secousse dans un neurone, enfin, donc il n'y a rien qui peut se passer dans le cerveau pendant ce temps-là. Donc voilà, pour te donner une ordre d'idée. Parce que ouais. C'est intéressant aussi de voir cette fraction de mesure. Il y a de plus en plus d'expériences aussi qui sont faites sur des particules de plus en plus grosses pour les maintenir de plus en plus longtemps, donc évidemment près du zéro absolu pour que voilà, tu vois, mais donc là, moi, il me semble avoir lu dernièrement qu'on avait réussi avec une molécule. Ah ouais, et même plus que ça. Oh, ah ouais, si on commence à partir là-dessus, c'est génial. Ce qu'on arrive à faire en labo, c'est génial, quoi. Donc en fait, en gros, quand on refroidit très très fort la matière, on peut arriver à garder la cohérence beaucoup plus longtemps. Donc assez longtemps pour qu'on puisse voir des effets quantiques avec notre temps à nous, quoi. Notre temporalité à nous. Et donc on peut observer ça avec des gaz d'atomes. On peut faire des expériences de fente de Young avec des grosses molécules, enfin avec des atomes, ça il n'y a pas de problème, quand on fait passer les atomes, c'est des ondes, et après ils arrivent sur l'écran, ils s'écrasent en tant qu'atomes, quoi. Mais quand ils se propagent, c'est des ondes. Enfin, c'est des ondes, c'est le truc qui a un comportement d'onde, vous avez compris. Et pareil avec les grosses molécules. Donc les grosses molécules aussi peuvent avoir des comportements ondulatoires, quoi, hein, des trucs, on avait fait ça avec l'expérience la plus célèbre, c'est le fullerène, donc c'est une espèce de molécule qui est en forme de ballon de foot, comme ça. Ce truc-là, en forme de ballon de foot, en fait, quand il est en train d'interagir, mais quand il est en train de se propager, il n'est pas du tout en forme de ballon de foot, il est en forme de machin qui ondule, quoi. Et on arrive à faire ça maintenant. Le dernier truc que j'ai vu qui est incroyable, on arrive à faire ça avec des diamants d'une taille nanométrique. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est que le diamant, en fait, c'est une structure ultra stable. Et ce qui déstabilise, en vrai, ce qui cause la décohérence, c'est les interactions avec d'autres trucs. Donc c'est pour ça que quand c'est chaud, il y a plus d'interactions, donc ça marche pas. Et quand c'est gros, il y a plus de trucs, il y a plus de probabilité qu'il y ait des interactions, parce qu'il y a plus de volume, donc tous les trucs qui arrivent de l'extérieur vont d'office taper quelque part, quoi. Et donc, pour les diamants, en fait, ce qui se passe, c'est que
ils sont vraiment une structure ultra stable qui bouge quasiment pas et qui, en fait, qui diffuse la lumière. Donc, qui diffracte la lumière, mais c'est pas ça qui est... Merci, mais c'est pas ça qui est important. Enfin, ce que je veux dire, en vrai, c'est que la lumière se propage dedans, quoi. Et si c'était opaque, ça marcherait pas. Et donc, qu'est-ce qui marcherait pas? Donc, on arrive à faire une intrication avec des diamants. Donc, on arrive à corréler les comportements des diamants en s'assurant qu'il n'y ait pas moyen qu'il y ait une cause commune. Parce qu'en fait, on envoie des photons, on envoie des lasers dans les diamants, et les lasers se répandent dans les diamants. Et en fait, c'est vraiment les lasers qui sont corrélés et qui vont envoyer le diamant d'un côté ou de l'autre. Et du coup, on arrive à transmettre la cohérence du laser au diamant. Mais parce que le diamant est vraiment quelque chose de transparent, de très organisé. Voilà, donc ça marche. De garder cette cohérence, quoi. De lui donner la cohérence des photons. Voilà, si on faisait ça avec un humain ou avec une cellule, jamais ça marche, quoi. Mais oui, on fait ça avec des gros trucs. C'est de ça qu'elle parle finalement, l'expérience hyper connue du chat de Schrödinger, c'est que finalement l'observation, elle agit comme des interactions et donc ça perd la cohérence. Oui. Voilà, en fait, dans le chat de Schrödinger dont il parle, je sais pas si ça vous dit quelque chose à l'oreille comme ça. Mais donc on met un chat dans une boîte avec une fiole de poison et la fiole de poison est cassée si un atome se désintègre. Et donc si l'atome est désintégré, le chat est mort, parce que la fiole de poison est cassée, il a respiré le poison, il est mort. Et si l'atome ne se désintègre pas, il est vivant. Et en fait, comme l'atome, le fait qu'il se désintègre ou pas est dans la théorie probabiliste, alors... Enfin, genre que... En fait, c'est de nouveau une question d'interprétation. Donc, c'est parce que c'est un vieux problème, et donc c'est difficile de l'exprimer avec... sans utiliser... Parce qu'à l'époque, en fait, on utilisait un terme qui s'appelle... un terme qui est la superposition, qui est de dire, en fait, puisqu'on ne sait pas si l'atome est désintégré ou pas, ça veut dire qu'il est les deux. Donc il est à la fois désintégré et pas désintégré. Mais ça, c'est une interprétation qui est... c'est-à-dire, elle est encore partagée par beaucoup de physiciens, mais c'est les physiciens qui ne s'intéressent pas vraiment au sujet, on va dire. Les autres, ils raffinent un peu plus leur interprétation dans l'une ou l'autre, parmi les 15 qui existent, quoi. Mais donc... Ok, la superposition, elle est dans certaines interprétations, mais elle n'est pas dans toutes, voilà, plus précisément. Et donc, on dit que l'atome est à la fois superposé, à la fois désintégré et pas désintégré, et du coup, le chat est à la fois mort et vivant, jusqu'à ce qu'on ouvre la boîte pour voir qu'il est mort, ou qu'il est vivant. Et en fait, évidemment, ça n'a aucun sens, hein. Le chat, il est mort ou vivant avant qu'on ouvre la boîte. Mais c'est métaphorique, quoi. Mais non, c'est métaphorique déjà, mais c'est surtout parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas la décohérence. Et la décohérence intervient bien avant ça. En fait, déjà, l'atome peut pas rester en cohérence l'atome peut rester en cohérence très longtemps. Par contre, la fiole peut pas rester en cohérence très longtemps. Elle est trop grosse. En plus, c'est du gaz, donc ça bouge trop, donc pas moyen. Donc en fait, la fiole, elle est déjà soit cassée, soit pas cassée, mais elle reste pas dans cet état superposé. Si état superposé il y a, quoi. Donc ouais, ça marche pas. De toute façon. Mais c'était pas une expérience, hein. On n'a pas mis des chats dans des boîtes, hein. C'est une expérience de pensée, ouais. Parce qu'après il y a des gens qui viennent avec des posters Schrödinger tueur de chat, c'est pas vrai. Mais bon. Ouais. Attends, je t'amène le micro. C'est par où? Une des implications de l'intrication, ça pourrait être par exemple un moyen de communication indépendamment de la distance qui sépare les deux personnes, en fait. Non, c'est pas possible parce que justement il y a on peut pas prévoir, en fait. Il y a ce hasard. On ne sait pas qu'on peut contrôler prévoir. les différents états, quoi. T'as trop de hasard dedans pour pouvoir envoyer un signal. Ouais. Donc ça a été prouvé aussi parce qu'évidemment c'était une grosse question. Ok, si on sait communiquer, en fait c'est même plus qu'instantanément à distance. C'est hors de l'espace-temps, donc en fait tu pourrais même communiquer avec le passé, quoi, hein. Donc donc ça serait le bordel total. Donc on a déjà démontré formellement que c'était impossible qu'il y ait de la communication. Et si jamais ça t'intéresse, il y a un très chouette livre d'un gars qui s'appelle Nicolas Gisin, qui est un expérimentateur, mais qui est très clair, qui fait beaucoup de vulgarisation. Je peux te l'écrire après, si tu veux. Et ça s'appelle L'impensable hasard. Et il parle vraiment de ça et de comment on peut montrer qu'il n'y a pas de moyen de faire de la communication avec. Et c'est pour tout public, quoi. Et il parle du hasard en physique en général aussi, d'ailleurs, c'est très intéressant. Il y a d'autres cas où le hasard est très très important en physique.
Mais c'est pas un hasard à ce moment-là qu'il n'y a pas de raison pour ce qui se passe. C'est plus un hasard de on peut pas connaître assez bien on peut pas connaître assez bien les éléments du problème pour savoir ce qui va se passer. Mais ça, c'est le démon de Descartes. C'est ce truc de si on savait prévoir exactement quelle est la vitesse et la position de tous les atomes de l'univers, on pourrait prévoir le passé, prévoir l'avenir complètement, et aussi connaître tout le passé de tout l'univers. Si on pouvait calculer précisément toutes les trajectoires. Bah ouais. On pourrait modéliser le truc finalement Ouais. avec très gros Sauf que ordinateur. ouais, en physique on sait pas, enfin c'est-à-dire les retrouver mes physiciens clés, aimeraient alors. bien pouvoir faire ça, mais on aimerait bien pouvoir faire ça, mais il y a d'autres domaines de la physique où on sait pas faire ça, tout bêtement parce qu'il y a des phénomènes chaotiques. En fait, donc il y a un type de hasard qui est très présent en physique des fluides, donc c'est tout ce qui va être météo, tourbillon, tout ce qui est liquide aussi, plasma, des trucs comme ça. Où en fait c'est des chaos, donc c'est en fait des comportements chaotiques, c'est donc c'est quand il y a des énormes répercussions à des petits changements, donc L'air, les déplacements d'air dans l'atmosphère, etc. aussi. ouais, l'effet papillon, tout ça. Pour revenir sur le son, désolé, mais par exemple, quand les gens font de la musique improvisée ou dans le jazz, il y a aussi ce côté où, en fait, quand on sait prévoir les fréquences sur lesquelles on travaille, l'improvisation musicale, elle dépend aussi de ça. C'est aussi en jeu mathématique entre les fréquences, et quand on peut modéliser une gamme ou plusieurs gammes, et il y a aussi le fait de pouvoir le prévoir à l'avance, en sachant que si la personne a utilisé la tierce, la quarte, la quinte après, il va réutiliser la quarte, la quinte, la tierce de l'autre sens, et dans l'improvisation ou dans le côté random des choses, dans le son par exemple, il y a aussi exactement ce même principe. On peut prévoir ce qui va se passer si on a compris comment la graduation ou la dégraduation se passe avant, quoi. Et dans la musique improvisée, par exemple, il y a aussi vraiment ce système de ok, on a compris que les fréquences sont sur le tiers, le quart, le quinte, la septième, la sixième, et une fois qu'on a modélisé, on va dire, comment la musique se propage, on peut aussi prévoir ce qui va se passer et même aléatoirement trouver quelle fréquence va aller avec la prochaine, quoi. Et finalement, sur dans la un musique temps, ouais. improvisée, il y a vraiment ce côté très mathématique aussi, alors, qui finalement, quand elle est dans l'improvisation, elle est très intrinsèque, elle est pas trop mathématique, mais bizarrement, l'homme est capable aussi en quelques centièmes de seconde, de pouvoir comprendre et savoir ce qui va se passer, et qui est très mathématique. Parce que dans la musique, il y a vraiment ce côté aussi très mathématique, en fait. Une fois qu'on a compris comment l'harmonie se passe, de pouvoir la reproduire et la prévoir, quoi. Mais est-ce que du coup tu peux prévoir la note que la personne va faire tout de suite, ou c'est plutôt que sur le long terme tu sais qu'il va revenir sur cet accord? Tout de suite, vraiment, en fait, à partir du moment, enfin, je sais pas si la personne à la basse va jouer la quinte, la tierce, à la root note, la quinte, la tierce, bah, tu sais qu'à la guitare ou n'importe quel instrument, tu vas pouvoir jouer telle note à l'avance. Tu peux prévoir mathématiquement ce qui va se passer. C'est un peu triste, non? C'est genre ça casse toute la musique. C'est pas complètement vrai ce que tu dis, je suis désolé. Ça veut dire que la personne elle a plus de créativité en fait. Puis même, Bah si, ça laisse énormément de créativité, parce que sur une note principale, tu vas toujours avoir, en fonction de l'harmonie ou de la gamme sur laquelle tu travailles, avoir 3 ou 4 possibilités, en fait. Mais c'est ça, oui, voilà, c'est Donc, ça que je voulais il y dire. a un côté aléatoire qui existe. Par exemple, je sais pas, sur un La, ben, le Mi va sonner, le Sol va sonner, le La va sonner aussi. Et donc, sur une seule vibration, il y en a 3 ou 4 qui vont être en harmonie. Mais aléatoirement, qui vont pouvoir fonctionner l'une avec l'autre. Donc, Mais du coup, là, à ce moment-là, c'est il y a aussi le côté aléatoire. C'est ça. Donc en fait, là, c'est assez intéressant parce que, en fait, on retrouve un peu cette idée de, on a un nombre limité de possibilités et après, ce qui va déterminer si c'est l'une ou l'autre possibilité, tout ce que tu peux prévoir, c'est ces possibilités restreintes, 3 ou 4 possibilités. Après, ce qui va faire l'une ou l'autre possibilité, c'est le pianiste, enfin, c'est le musicien, quoi, qui va choisir. Donc, en fait, ce choix-là, c'est un type ça de... devient presque infini, en fait, parce que quand tu prends, tu vois, si tu prends sur une mesure 4 notes, si chaque musicien a la possibilité de faire 4 notes sur la première note, ouais, sur une seconde, tu as déjà, en exposant, tu prends une possibilité x4, 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 donc sur quelques secondes,
1000 musiciens vont arriver à faire 1000 compositions différentes sur pourtant quelques possibilités de base, quoi. Ouais. Ouais, du coup, c'est intéressant. Mais alors, du coup, on peut continuer à en discuter après parce que, enfin, je pense qu'il y avait d'autres questions. Du coup, ouais, dis-moi. Parler de la décohérence quantique, hein, si le terme est correct, à partir du moment où l'échelle est un peu importante ou que la température est élevée. Il m'avait semblé avoir lu il y a une dizaine d'années qu'il y avait des algues photosynthétiques qui avaient dépassé le stade de la décohérence quantique puisqu'elles étaient capables Alors, je ne sais pas ce que ça vaut cet article. Je vois de quoi tu parles. Tu vois, oui, Ouais. voilà. Je n'ai pas les connaissances pour juger la pertinence de cette vulgarisation, parce que ça a été vulgarisé, donc je sais bien qu'il y a une perte d'information. Est-ce que tu peux en parler, ou est-ce que c'est vraiment compliqué et chaud et hors sujet, mais voilà. C'est pas du tout hors sujet, et en fait, c'est... pas à cause de la vulgarisation, pour une fois. C'est à cause vraiment de la recherche. En fait, ce qu'il y a, c'est que... ça, c'est un domaine qui s'appelle la biologie quantique et qui est un domaine émergent où on essaye de regarder des comportements, de voir s'il y a des comportements quantiques qui peuvent avoir une incidence sur des cellules ou des trucs biologiques, mais toujours à petite échelle. Hein. C'est genre les... Ouais, ça va... Ouais, bref. Bon, je suis pas sûre de cette dernière information. Bref, mais dans tous les cas... dans ce cas-là, en fait, ce qui se passe, c'est que la photosynthèse, c'est un truc ultra complexe qui demande d'avoir un transfert d'électrons d'un côté à l'autre, enfin d'un transfert d'électrons vers un site particulier de la cellule où il va y avoir vraiment la réaction de photosynthèse. Et donc, en fait, pour faire le transfert des électrons qui viennent des cellules qui ont été... c'est dans la même cellule, donc c'est qui viennent je crois que c'est de la... Je sais pas, en tout cas le soleil vient frapper sur la cellule, ça fait des électrons et ça doit aller à un endroit précis. Et en fait, on a remarqué que ça se déplace ultra vite pour aller à cet endroit précis et on dit qu'il n'y a pas moyen que ça se déplace assez vite. Et donc ça veut dire qu'en fait ça doit être quantique pour se déplacer assez vite pour arriver là. Parce que en fait, comme c'est quantique, du coup, c'est une onde qui se déplace à la vitesse de la lumière. Enfin voilà. Donc, mais enfin, je sais pas si c'est exactement pour cette raison-là, mais il y a plein d'autres façons où ça pourrait se déplacer plus vite grâce à la quantique. Ça pourrait être à cause d'intrication aussi, je pense, d'une intrication, enfin bref. Mais donc, en tout cas, c'est pas dit qu'il n'y a pas moyen d'expliquer ça avec juste le déplacement normal des électrons. C'est pas sûr en fait, ça se déplace trop vite. Donc, il y a eu une espèce de mode de ça où ça a pris des proportions énormes parce que il y a tout un courant de biologistes qui disent c'est impossible que ce soit aussi rapide, et en fait il y a d'autres biologistes qui disent oui, mais c'est à cause d'un autre mécanisme qui est pas quantique ou bien on va pas supposer que c'est ça tant qu'on n'a pas vraiment prouvé qu'il n'y a pas moyen que ce soit que ça se déplace. Donc c'est encore en débat. Mais donc t'as d'autres trucs dans la biologie quantique comme ça qui sont encore en débat sur si c'est vraiment à cause de phénomènes quantiques ou pas. Par exemple, les oiseaux, leur perception du champ magnétique terrestre. Y a pas mal de gens qui disent que c'est possible qu'avec des paires de radicaux libres, donc c'est des ions. Ouais, donc je crois que c'est ça. je suis pas désolée, c'est pas ma spécialité. Et donc des molécules en gros qui sont intriquées ou superposées, enfin en tout cas qui ont en cohérence quantique. Et en fait, en vrai, on a montré que c'était aussi possible avec des molécules qui ne sont pas en cohérence quantique et avec des effets magnétiques normaux. Donc, à ce moment-là, on va privilégier plutôt l'hypothèse où ça ne l'est pas, parce que ce serait plutôt étonnant qu'il y ait un gros truc comme ça qui reste en cohérence quantique. Mais voilà, c'est plus une question de simplicité, de dire, ok, on se calme, les gars, on ne va pas avoir de la quantique partout, parce qu'on est dans une controverse, quoi. Ouais. D'autres questions ? C'est juste une question qui rebondit sur un peu tout l'imaginaire qui va derrière la physique quantique et de voir un peu toutes ces incertitudes, toutes les possibilités, les incohérences, ça fait un peu un univers merveilleux. Et donc du coup, évidemment, il y a plein de gens qui surfent sur cette vague-là. Il y a peu de commentaires scientifiques sur le sujet, alors que la physique quantique est ressortie à toutes les sauces pour vendre des trucs ésotériques un peu foireux.
Et notamment, il y a pas mal dont un Français, mais le nom me revient plus là maintenant, qui est un physicien qui a fait des recherches au CNRS et qui, par après, s'est lancé dans une carrière complètement... Et donc, je ne sais pas si tu as un commentaire à faire sur ce sujet-là, sur comment peut-être un physicien qui a étudié avec toute cette rigueur-là peut complètement partir dans un truc où il va nous dire qu'on peut agir sur nos molécules et changer le monde et communiquer avec des êtres extraordinaires ou que sais-je, dans quel délire ils partent. Oui. En fait, ça m'étonne pas tellement d'un physicien. Ça m'étonnerait d'un philosophe des sciences qui travaille sur ce sujet, mais d'un physicien pas. Parce qu'en fait, en vrai, les physiciens, quand ils apprennent la quantique à l'école, enfin pas à l'école, mais à l'UNIF, ils apprennent juste le modèle mathématique. Et tout ce que je suis en train de vous dire là, aucun prof vous le dira. Parce que les profs se posent pas trop... En fait, c'est historique le fait qu'il n'y ait pas trop de questions qui soient posées sur qu'est-ce que ça veut dire vraiment la théorie quantique. Et c'est parce que à la base... l'école de physiciens, enfin il y a une espèce de culture parmi les physiciens, les premiers qui ont créé la mécanique quantique, enfin créé, qui ont créé en fait, les premiers qui l'ont théorisé, modélisé, formulé, merci Mathias, qui ont formulé la physique quantique. Les premiers avaient cette culture de on n'a pas à se poser des questions qu'on ne peut pas directement tester par l'expérience. Et donc typiquement des questions comme est-ce que c'est une onde ou un corpuscule, si ton expérience ne te le dit pas, tu ne te poses pas la question. Et les questions comme qu'est-ce que ça veut dire vraiment sur à quoi ça ressemble, les propriétés qu'ils ont et tout ça, pareil, tu ne te poses pas cette question-là. Donc, en fait, c'est une culture qui s'est vraiment fort répandue dans la façon dont la physique est enseignée. Et donc, en fait, tout ce qu'on fait, c'est calculer. Donc, on fait des modèles, on calcule les résultats, on obtient la description mathématique de ces franges d'interférence, par exemple. Voilà, on a une description qui sont des probabilités. Et on ne va jamais dire qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Et quand tu poses la question au prof, il y en a certains qui ont fait leurs recherches et qui vont t'expliquer. Il y en a d'autres qui vont te dire cette question est inutile, va en philo. Et il y en a qui vont te dire c'est intéressant, je vais aller rechercher. Enfin, tu vois, c'est toutes sortes de réactions, mais c'est vraiment individuel. C'est pas un truc qui... Et donc, ça m'étonne pas tellement d'un physicien qui aurait appris. Après, moi, je sais pas si le gars il a vraiment travaillé sur le sujet ou pas. Après, c'est une personne individuelle, donc peut-être qu'il y a des raisons aussi que lui, il est tombé... lui, il a choisi, avec ses options philosophiques, de croire à ce genre de choses. Et que du coup, la physique quantique, elle peut se prêter à beaucoup de choses, si tu veux. Parce que comme il n'y a pas... Philosophique aussi, c'est tellement complexe comme domaine qu'en fonction de ce qui t'intéresse, tu vas aussi approfondir la chose. Ouais, c'est ça. Et en fait, en fonction de... Il y a un truc dont on ne se rend pas assez compte, c'est que les choix sont hyper importants. Tu as des choix sur qu'est-ce que tu vas chercher, qu'est-ce que tu attends de la science, qu'est-ce que tu penses sur le monde et sur la capacité qu'on a à connaître des trucs sur le monde, qui vont avoir tellement d'impact sur comment tu vas expliquer les trucs. En physique quantique en particulier, c'est tellement important. Donc ce physicien, je sais pas c'est quoi sa conception, donc c'est peut-être pour ça aussi. Et pareil pour les philosophes, ça ne m'étonnerait pas d'un philosophe pur non plus, qui n'a pas fait de physique, parce que en fait, souvent il y a des choses qui sont compréhensibles que mathématiquement, et après tu dois faire l'exercice de traduire ça. Mais du coup, si tu n'as pas fait ça et que tu regardes juste la vulgarisation ou que tu lis juste des explications et que tu essaies de faire de la philo à partir de ça, ce sera pas assez complet. Donc tu peux aussi en venir à faire des simplifications et au final dire des conneries, même si tu es de bonne volonté au départ, quoi. Donc voilà. Ouais. Donc il faut vraiment regarder ce que les physiciens de la physique quantique disent, les philosophes de la physique quantique disent. Donc c'est vraiment leur spécialité. Et il y avait une question là-bas avant toi, mais en fait ça fait plusieurs fois que... Ouais. Et donc elle est énorme, l'importance de la philosophie des sciences du coup dans cette histoire-là. Ouais, et ça commence à bouger pas mal. Hein. Enfin vraiment c'est quand même genre... Là, on voit passer tout le temps des mails de conférences, de machin, donc ça bouge. Merci. Effectivement, moi, je voulais répondre là-dessus pour mon cours de... Enfin, j'avais suivi un cours d'astro, et c'était juste, au final, des maths brutes où on résolvait les équations et on se posait pas beaucoup de questions. Et du coup, je me demandais, pour les relations des objets quantiques, est-ce qu'il y a une formulation qui vient impacter les équations, ou c'est juste, c'est une interprétation qu'on fait après des résultats pour... essayer de comprendre ce qui se passe. Cette interprétation-là, la mienne, c'est une pure interprétation. Il y en a parmi les autres interprétations, il y en a qui en fait sont pas totalement des interprétations parce qu'il y a moyen de les tester. Donc il y a des résultats
qu'il y a moyen de tester. Par exemple, tu as une interprétation qui s'appelle GRW, qui te dit que en fait, donc, les choses sont des champs, et avec des petites perturbations dedans, et que en fait, tu as une réduction du champ à un seul endroit. Au moment où le photon arrive sur l'écran, tu as une réduction de tout le champ à un seul endroit. Et en fait, ça dans leur modèle, ça crée, ça fait chauffer un petit peu. Ça crée un peu de chaleur, et donc ça, tu pourrais le mesurer, quoi. Mais donc, ça n'a pas encore été fait. Ouais. Mais donc, ouais, celle-ci, la mienne, il n'y a pas moyen, c'est juste après coup. Et en fait, je dirais même que c'est... donc, et c'est quand je dis la mienne, en fait, donc en vrai, la personne qui a imaginé cette interprétation, c'est un gars qui s'appelle Carlo Rovelli, qui est un physicien qui travaille en fait sur la fusion entre la physique quantique et la relativité générale. Donc c'est pas pour rien qu'elle convient bien à la relativité générale, quoi. Alors que l'autre dont je t'ai parlé, là, GRW, là où ça fait chauffer, elle convient pas du tout, vraiment pas du tout, parce que justement cette réduction instantanée, là, totalement hors relativité générale, quoi. Ok. Ouais. Donc, ouais. C'est pas parce que c'est après coup et qu'il n'y a pas moyen de tester que c'est moins bon. Parce que ça peut être plus cohérent avec d'autres choses. Et ça peut avoir d'autres choses qui sont plus applicables, plus testables, peut avoir d'autres défauts, quoi. Ouais. Laura, merci. Merci. Tu disais que le fait que le monde existe, qu'il y ait des humains ou pas, influence a un impact sur la simplicité ou pas d'expliquer la théorie quantique. Est-ce que tu peux approfondir un peu? Par exemple, en fait, dans la première formulation qu'on avait, en fait, la formulation de la théorie qui est toujours aujourd'hui, hein, on a un concept très important qui est le concept d'observateur. Donc, on va dire, on va utiliser quand on parle pas de propriété, on parle d'observable. Donc, quand la position, c'est pas une propriété de l'objet, c'est une observable. Donc, on va rapporter ça à chaque fois au fait que c'est un observateur qui est en train de mesurer la position. Et donc, à ce moment-là, quand tu vas avoir tes équations et que tu vas obtenir tel ou tel observable dans la théorie, et attends, je me suis un peu perdue dans mon développement. Ouais, donc il n'y a pas de problème avec donc ça c'est ce que l'a dit la théorie, mais du coup ça veut dire qu'on va formuler toutes les expériences aussi en termes d'observation. Donc on va dire, quand on fait la mesure de la position du photon sur l'écran, on obtient ceci, plutôt que de dire le photon atterrit à cet endroit sur l'écran. Et donc on va dire en fait, la mesure a rendu l'électron ou le photon une particule, plutôt que de dire l'interaction avec l'écran a rendu le photon ou la particule, enfin le photon ou l'électron, une particule, un corpuscule. Oh putain, mais je sais plus parler. Pardon. Mais donc en gros, on va dire que les effets, on va faire exactement le même discours, mais en disant que les effets qu'on observe, donc le hasard, le changement de nature, des trucs comme ça, sont dus à l'observation. Et donc en fait, l'observation a un statut spécial. C'est un type différent d'interaction physique. En fait, un observateur a un effet sur le système quantique qui lui est propre. Et donc à ce moment-là, on n'a plus de problème de devoir dire pourquoi ça change brutalement, pourquoi c'est le hasard, parce qu'en fait, c'est l'observateur en fait qui fait ça. Donc, sauf qu'à ce moment-là, ça veut dire que normalement, ça veut dire qu'en fait, tu veux pas viser une description du monde où toi t'es pas dedans. Tu veux viser une description du monde où toi t'es dedans. Voilà. Mais ça dépend de ce que tu attends de la science. Après, c'est tout à fait acceptable de viser une description du monde où toi t'es dedans. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste, moi, ça m'intéresse pas. Ouais. Je sais pas si ça répond totalement à ta question. Du coup, oui, en fait, je rebondis. J'avais quasiment la même question, en fait. Okay. Je comprends parfaitement à partir du moment qu'il y a des observateurs. Donc, à partir du moment où tu as des objets que tu peux observer, hein, tu as la caractéristique de l'observable. J'entends qu'il faut un observateur pour qu'on puisse comprendre ou réfléchir sur la théorie quantique. Donc, son corollaire, s'il n'y a plus d'humains, je comprends donc le point de vue d'une partie, j'imagine, de la population des physiciens quantiques. S'il n'y a plus d'humains, on ne peut plus penser le monde quantique, puisqu'il faudrait des observateurs, ou du moins une intelligence suffisamment avancée comme la nôtre pour pouvoir l'observer. Et donc, ça, je le conçois assez intuitivement, du coup. Et du coup, c'est justement ta position que je n'intuitionne pas. Comment, alors, dans ce cas, on peut avoir un monde qui préexiste indépendamment des humains avec un monde quantique, puisqu'il n'y a plus d'observateurs?
C'est si tu... Ah, c'est Exactement. l'interaction. Tout ce qu'en fait tu dis dans l'interprétation avec l'observateur que ça relève de l'observation, tu dis en fait ça relève de l'interaction avec ton appareil de mesure, quoi. Et donc, il n'y a plus d'appareil de mesure. Est-ce que les caractéristiques de relation existent encore, indépendamment de Oui, parce que en fait, dans l'interrelation relationnelle, on se dit que ça arrive tout le temps. En fait, quand il y a un électron qui arrive sur un atome, ça fait pareil que s'il arrive sur un appareil de mesure, quoi. D'accord, oui. C'est le fait qu'il interagisse avec la matière. Existe indépendamment du coup de l'existence ou de la non-existence de l'observateur. Ouais, c'est ça. Ok, merci. J'avais pas. C'est une très bonne question. Enfin, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vaut la peine d'être précisé parce que justement c'est quelque chose que les physiciens ont tendance à pas comprendre quand ils abordent l'interprétation relationnelle parce qu'ils sont trop habitués à ce truc de en fait c'est l'observation, de parler d'observation plutôt que d'interaction. Une autre question? Tu veux que je précise encore un peu? Parce que sinon il y a aussi d'autres trucs, par exemple par exemple si tu penses que les mathématiques existent indépendamment des humains, donc nous en fait quand on fait des maths on découvre des choses qui sont déjà existantes plutôt qu'on crée des choses. Il y a aussi une autre interprétation qui est très utile, qui est l'interprétation de Breuil-Baum, où en fait, donc dans la théorie quantique, il y a un objet qui résume tout ce qu'on peut, qui décrit vraiment tout ce qu'on peut prévoir de ce que va faire une particule. C'est la à table. c'est la fonction d'onde, ça s'appelle. Et donc, cette fonction d'onde, donc c'est un objet mathématique dans un espace mathématique. Mais si tu acceptes que en fait, cette fonction d'onde existe, alors tout va bien. Parce que genre, tu peux dire qu'il y a une particule et il y a la fonction d'onde, et la fonction d'onde, elle guide la particule. Donc, en fait, la fonction d'onde, elle va passer à travers les deux trous, elle va faire des interactions. Alors, comment un objet mathématique fait des interactions ? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle va interagir avec elle-même. Et puis après, ça va faire des interférences. Et à ce moment-là, la particule qui rebondit dessus va suivre l'endroit où la fonction d'onde la guide. Et donc à ce moment-là, et tu peux expliquer à peu près plein d'autres trucs avec ça, en acceptant donc qu'il y ait cet objet mathématique qui existe aussi, quoi. Voilà. Mais donc en fait c'est assez proche finalement de l'interprétation que j'ai, parce que en vrai quand tu dis il y a un truc qui existe en plus, c'est l'interaction. Enfin, genre, si tu cherches un objet qui est pas spatio-temporel, parce que tu gardes en tête, il y a l'intrication, donc il faut que le truc que j'ajoute en plus soit pas spatio-temporel. Et ben, si tu viens avec un objet mathématique, c'est très pratique aussi. En fait, en vrai, c'est assez proche, sauf que dans un cas, tu vas rajouter un objet que tu dis explicitement être physique, quoi, mais qui est inspiré de quelque chose qu'on connaît, qui sont les relations. Et dans l'autre cas, tu vas dire, on va mettre un objet vraiment explicitement mathématique, mais au final, c'est les mêmes trous que tu combles, quoi. Ouais. Et donc ça, c'est ouais, voilà. Je vais juste vous mettre, parce que tant qu'on y est, je vais mettre les magnifiques dessins de conclusion que j'ai oublié de faire, la conclusion qui a été faite par Bruno pour illustrer le fait Bruno qui fait des super dessins. Ouais. Et je tiens à préciser que c'est vraiment difficile de représenter ce genre de truc. Donc là, vous voyez la subtilité, là, ça c'est le clin d'œil aux ondes et clin d'œil aux corpuscules. Et du coup, là, ça représente le fait que quand tu regardes dans un miroir, en fait, ce que tu vois, c'est pas toi, c'est ce que tu étais avant. Et alors, ça représente aussi l'interaction, parce qu'il y a donc ces propriétés qui changent. Donc l'interaction change, hop, la propriété change. Voilà. Et donc c'est beau. C'est magnifique. Yes. Bravo. Je ne sais pas si vous avez encore une question ou l'autre. Sinon, on va se retrouver autour d'un verre et puis voilà, vous pouvez discuter avec nous. Merci beaucoup, c'était vraiment on cool. Applaudit, Alice. Vous avez posé des trop chouettes questions. Il y a Sophie qui veut vous dire un petit mot. Voilà, merci à tous d'être venus. Merci beaucoup Alice pour cette super présentation. Simplement pour rappeler qu'on a d'autres petites conférences de prévues ici, puisqu'on a arrêté pendant un moment, mais là on est très heureux de redémarrer. Donc le mois prochain, on aura Charlotte Martial qui viendra nous parler neurosciences.
Et suite à ça, donc le mois suivant, c'est tous les deuxièmes vendredis du mois, ce sera Olivier Sartenauer qui viendra nous parler, lui, de la promotion de l'esprit critique dans l'enseignement. Donc voilà, on espère vous voir nombreux. Et en plus de ça, je voulais quand même signaler qu'il y a une petite conférence aussi sur les biais cognitifs à la Maison de la Laïcité à Saint-Ouen-le-Burge. Et ça, ce sera le jeudi 21 avril à 19h30. Voilà. Merci. Moi, je voulais juste ajouter pour ceux qui ont l'opportunité de se déplacer, il y a les rencontres de l'esprit critique à Toulouse, enfin à Labège à côté de Toulouse, les 22-23 avril. Il y a une liste de noms phénoménale. Moi, j'y serai pour filmer 2-3 trucs et vous ramener 2-3 trucs. Voilà, et peut-être même prendre quelques contacts pour ramener des gens ici au Skeptic in the Pub. Voilà, ça serait cool. Si vous kiffez le sujet de la théorie quantique et que vous aimez la science-fiction, moi je vous recommande Greg Egan et le bouquin Isolation qui parle justement de la fonction d'onde, de la réduction de la fonction d'onde qui est excellent. Greg Egan en général est excellent. Voilà. Et voilà, et merci beaucoup.